Bonjour à tous et bienvenue pour le dernier webinaire de la Mobile Banking Factory, qui est un challenge qui est duré sur 2 mois pour repenser la mobilité connectée. Il a été organisé par le Crédit Agricole Store en partenariat avec Orange Partenaire, PSA, Peugeot Citroën, Salesforce et XI. Également partenaire avec Deezer, Motwin, Uber et Zenpark et supporté par les digiculteurs Euratechnologie, Parcadom, Le Village et des partenaires également médias, Big Geek, Bonjour Idée, Comitstrip, Programmer les objets connectés, également le web des objets. Depuis le début du challenge, le 14 mars dernier, si mes calculs sont bons, 53 jours se sont écoulés et il ne reste plus que 13 avant la grande finale. La grande finale aura donc lieu le 19 mai, c'est un mardi, au village du Crédit Agricole qui se trouve rue de la Boétie, dans le 8e arrondissement de Paris. La journée va se dérouler ainsi. Donc, à partir de 14h, accueil des équipes et tests techniques. À 18h30, la plénière va démarrer. À 18h45, ce sera le début des présentations. À 21h15, la délibération du jury. Une heure plus tard, à 22h15, l'annonce des gagnants. Et enfin, on terminera sur un cocktail. Pour les présentations, pour les personnes qui s'iront jusqu'en finale, donc il y aura 5 minutes de présentation avec la démo de votre application et 2 minutes de questions-réponses avec les membres du jury qui seront représentés par un membre de chaque partenaire. Pour les critères du jury, vous aurez plus d'informations si vous allez sur le site Mobile Banking Factory dans les Terms and Conditions, mais grosso modo, le jury va s'attacher à la finition de l'application, à l'interface, à l'originalité et également au potentiel business. Les heureux gagnants pourront se partager plus de 50 000 € de dotation, donc 30 000 € d'achat média par le Crédit Agricole Store, 5 000 € de bons cadeaux par Orange Partenaire, 10 000 € de cash par PSA Peugeot Citroën, 4 500 € de device par Salesforce, 6 000 € de cash par XI et enfin 3 000 € de vouchers par Uber. Si également vous voulez revenir sur ce webinaire et sur tous les précédents, vous pouvez vous rendre sur la chaîne YouTube Mobile Banking Factory, donc il faut taper bit.ly/YouTube MBF2. Et enfin, on va venir également maintenant à ce webinaire de ce soir, excusez-moi, sur la thématique comment distribuer et gérer une application mobile sur Google Play, Apple Store et Windows Phone Store. Parce que je vous rappelle qu'il faudra absolument soumettre votre app si vous voulez participer à la finale. Alors, ce webinaire sera présenté par Olivier Owachuk et Yvan Delègue de chez Orange, et également par Cédric Poulain, Romain Billard et Giovanni Accetta. Le webinaire durera à peu près 1 heure et ils répondront à vos questions au fur et à mesure ou à la fin également, à la fin du chat, donc préparez-les bien. Donc, je vais passer la main maintenant à Yvan. Soit tout à l'heure. Oui, merci Jérôme. Et alors attends Yvan, je dois pas, j'ai un petit bug sur mon ordi. D'accord. C'est bon, là c'est à toi Yvan. Ok, donc bonjour à tous. Alors attendez, j'active, voilà, je nettoie mon écran. Donc bonjour à tous, je suis Yvan Delègue d'Orange et je suis, comme l'a dit Jérôme, accompagné d'Olivier Wachuk, Cédric Poulain, Romain Biard et Giovanni Accetta pour un peu moins d'1 heure échanger avec vous sur le sujet de la publication de vos applications. Donc n'hésitez pas pendant nos présentations à poser des questions sur le chat, on pourra essayer d'y répondre, mais on a d'ores et déjà prévu de garder un temps à la fin des présentations pour pouvoir répondre en direct à vos questions. Donc on a prévu une petite intro que je vais faire d'à peu près 5 minutes, puis après Olivier prendra la parole pendant un peu plus de 30 minutes et on répondra à vos questions dans la foulée. Alors, en introduction, si mon slide avance bien, je voulais vous donner un aperçu quand même de ce qu'on fait chez Orange en matière d'application. Peut-être que vous ne le savez pas et vous allez comprendre derrière pourquoi je vous en parle. Donc aujourd'hui, chez Orange, on a une activité d'application qu'on distribue à l'ensemble de nos clients sur l'ensemble des pays du groupe. Et aujourd'hui, ce portefeuille d'applications est disponible dans les 28 pays du groupe à fin 2014. Et c'est un portefeuille qui est riche puisqu'il est composé de 158 familles d'applications. Alors une famille d'applications,
C'est par exemple une application pour gérer son compte qui s'appelle Orange et moi, une application pour accéder à la TV qui est TV d'Orange. Donc ça correspond à une famille d'applications et chacune de ces familles, on les décline dans les pays, on les décline sur l'ensemble des OS et ça représente à fin 2014 405 versions d'applications. Donc vous voyez que c'est une activité très importante qui, depuis 2009, a généré plus de 100 millions de téléchargements. On était à fin 2014 à 114 millions, et puis tous les mois, évidemment, il y a plusieurs millions de téléchargements qui se rajoutent. Nos téléchargements viennent principalement de la France, parce que c'est une activité qui a principalement commencé en France. Donc vous voyez, plus de 70% de nos téléchargements viennent de la France, presque 30% viennent de l'Europe, et plus récemment, on a commencé à mettre à disposition nos applications dans les pays d'Afrique émergents, et ça représente pour l'instant 1% de nos téléchargements, mais on voit qu'il y a un potentiel énorme. Alors, nos téléchargements, ils proviennent, et ce n'est pas une surprise, hein, principalement d'Android, 60%, 30% d'iOS, 5% de Windows Phone, et 5% d'autres plateformes, qui sont des plateformes, pour la plupart, qui sont en voie de disparition, ou alors des OS qui tentent d'émerger. Alors, pourquoi je vous parle de tout ça? Parce que notre activité, justement, c'est de gérer tout ça, c'est de gérer cette activité, ce portefeuille, de l'anticipation au delivery, des phases de spécification aux phases de run. Alors ça veut dire qu'on a d'abord une activité d'OS expertise, c'est-à-dire de bien comprendre les capacités des différents OS et d'en comprendre les impacts sur les usages que nos clients vont avoir au sein de nos applications et sur notre business. Donc il s'agit également d'être l'équipe au sein d'Orange qui agrège l'ensemble des outils, que ce soit des API, des SDK, l'ensemble des guidelines. Alors ça peut être des guidelines spécifiques d'Orange, design, juridique, technique, mais c'est aussi les guidelines des stores, et puis surtout d'agréger les bonnes pratiques qu'on diffuse à l'ensemble des équipes. Et ça, on le diffuse à travers une activité de support quotidienne auprès de l'ensemble des équipes, qu'elles soient au groupe ou dans les pays, et on les accompagne, comme je l'ai dit, des phases de spécification aux phases de run. Et puis, on délivre des services marketing et des outils pour améliorer la qualité et la performance du portefeuille que l'on monitore donc avec certains outils. Et c'est bien ça qui est important. Quand on parle d'application, quand on parle de distribuer une application, il faut bien comprendre que la publication n'est qu'une étape dans la vie de l'application et qui n'est qu'une étape dans la vie de projet qui a pour objectif de délivrer un service de qualité et une application performante. Alors, aujourd'hui, c'est vraiment, il faut que tout le monde ait ça en tête. La qualité, c'est vraiment un must-have sur le marché des applications pour les utilisateurs. Donc, il y a différentes études qui le prouvent. Nous, on en a fait aussi chez Orange, à commencer par le fait que 44% disent déposer un commentaire négatif dans les stores si leur application leur apporte une expérience déceptive. Donc la moitié des gens qui vont utiliser une application qui va cracher vont mettre un commentaire négatif. Et ça, c'est très important parce que par ailleurs, 80% des utilisateurs déclarent être influencés par la note et les commentaires avant de télécharger une application. Donc c'est très important d'avoir cette notion de qualité, de satisfaction client quand on travaille sur un projet d'application et qu'on publie une application. Ça, c'est confirmé par des études du marché. Là, on prend l'exemple d'une étude faite par une start-up qui s'appelle Stardust, spécialisée dans les tests qualité d'application. Ils ont demandé à un panel d'utilisateurs quelles sont les raisons pour lesquelles ils suppriment une application. À 88%, les gens disent je supprime l'application si elle ne présente pas d'intérêt pour moi. Et ça, c'est important quand on travaille, quand on développe une application, de bien concevoir l'application en fonction des besoins du client et
et pas développer une application parce que moi, chef de produit, moi, chef de projet ou moi, développeur, c'est ma vision de l'application. C'est important d'avoir une vision, mais c'est important de la préciser avec la vision des utilisateurs. Ensuite, 73% des utilisateurs déclarent supprimer une application à cause de raisons d'instabilité technique. Donc là également, quand on publie une application, la qualité, on voit que c'est très important parce que quand on délivre une application qui va cracher un utilisateur, il va supprimer l'application et là, vous ne le revoyez plus. Et enfin, le troisième sujet pour lequel un utilisateur va supprimer l'application, c'est l'expérience client. Donc c'est très important, on va le voir, de bien comprendre les capacités de chaque OS sur lequel vous allez délivrer une application. Et évidemment, on ne va pas délivrer la même expérience client si on fait une application sur iOS ou si on fait une application sur Android ou sur Windows Phone. Alors, donc, tout ça, bah, vous avez un enjeu, vous développeurs, vous éditeurs d'applications, qui est le même hein, pour l'ensemble de l'écosystème. C'est donc de faire des applications qui soient vraiment orientées clients et surtout que les clients vont aimer et recommander. Alors nous, on recommande de porter une attention particulière à 3 étapes clés de vos projets pour assurer la qualité. Et ça commence très tôt. Au moment où vous définissez votre projet, il faut définitivement être orienté client, comme je l'ai dit. Et ça peut passer par des focus group, des interviews, regarder des études, mais être bien sûr que ce qu'on va faire correspond à un vrai besoin client. Et puis surtout, et ça on l'oublie trop souvent, c'est avant même de développer, avant même de concevoir, qu'il faut se pencher sur les règles des stores. On va y revenir longuement après avec Olivier, mais c'est dès ce moment-là qu'il faut que vous vous posiez la question de savoir si vous avez bien en tête les règles des OS sur lesquels vous prévoyez de développer. Donc ensuite, lorsque vous développez, évidemment, il faut développer de manière agile. Alors je suis sûr que parmi les participants, c'est ce que vous faites, mais c'est important de le rappeler. Il faut développer et utiliser les méthodes agiles, délivrer ce qu'on appelle un MVP. Alors le MVP, c'est le Minimum Viable Product. Donc la recommandation, c'est de ne pas se lancer dans des développements trop importants. Si vous avez identifié 10 fonctionnalités dans une application, ce qui est peut-être important, c'est de les prioriser, d'en déterminer, d'en identifier 2 ou 3 qui vous paraissent importantes, de le développer, de tester, de vous assurer que vous pensez que c'est de bonne qualité, et puis de le publier auprès d'utilisateurs, et très vite de regarder si ça correspond aux besoins des utilisateurs. Très vite, il faut regarder les commentaires, il faut regarder vos notes, et très vite, éventuellement, corriger et mettre à jour. Et une fois que vous avez fait ça, vous allez rajouter des fonctionnalités. Donc, ayez bien ça en tête, d'y aller progressivement, étape par étape, fonctionnalité par fonctionnalité, et donc en définitive, assurez-vous d'être vraiment orienté client, d'être vraiment agile et d'être vraiment orienté qualité. Et ça, alors là je vous montre en fait ce que nous du coup on a mis en place chez Orange, mais qui peut s'adapter, je dirais, à n'importe quelle équipe projet. Hein. Faites au début de vos projets, faites des check-ups, posez-vous les bonnes questions, juridiques, techniques, en termes de sécurité, design, posez-vous des questions et identifiez les points sur lesquels vous allez devoir porter votre attention. Ensuite, lisez bien les guidelines de chaque store, posez-vous les bonnes questions, et soyez sûr que vous les comprenez bien. Ensuite, développez et testez, publiez, et puis c'est là que tout commence. Je dirais que trop souvent, les équipes développe, publie, et puis ça y est, on pense qu'on a fini le boulot. En fait, c'est là que tout commence. Il faut surveiller les usages, il faut regarder les notes, il faut regarder les commentaires, et comme je l'ai dit auparavant, corriger et faire évoluer votre produit. Voilà, j'en ai fini pour cette introduction. Jérôme, on va passer la main à Olivier, qui va du coup maintenant rentrer dans le détail des règles des stores qui vont vous aider à bien publier vos applications. C'est à toi, Olivier. Alors, bonjour, je ne sais pas si j'ai la main.
Ok. Ok, donc je suis en air. Donc bonjour, c'est Olivier Wachuk à l'appareil. Je vais aller très vite et on va rentrer dans le cœur du sujet, l'essentiel des problématiques de publication. Je vais me mettre en full screen, ce sera plus pratique. Et si tout est bon, je peux y aller. Donc, les applications sur les stores, on va parler essentiellement des trois stores, Apple, Google Play et Windows Store. Et forcément, et ça ne sera pas équitable. En gros, il y a une grosse partie sur Apple, un peu moins sur Google Play et Windows Store, c'est un peu plus light. Je ne vais pas vous cacher que la présentation est plutôt orientée factuelle sur quelques éléments. C'est un peu un pot pourri d'infos utiles qui a vocation à soit répondre aux questions que vous avez peut-être déjà sur la publication, soit susciter des questions sur des points que vous n'auriez pas forcément identifiés et qui pourraient être intéressants de connaître par rapport à vos problématiques de publication. Donc sur Apple Store déjà, il y a des modes de distribution que vous connaissez peut-être déjà dans votre phase de développement où vous avez partagé l'application avec des tiers ou des amis pour pouvoir la tester. Mais grosso modo, il y a 5 modes de publication sur Apple qui sont la publication dans le store, qui est contrainte par les App Store Review Guidelines. On va le voir en détail, c'est la partie la plus chaude. Il y a la possibilité de déployer une application à des partenaires ou des clients via l'application Apple Store, enfin application Store, pardon, mais de manière cachée, un peu comme un voucher, un code qu'on va donner pour distribuer une application, et ça c'est plus dans une approche application métier qu'on va distribuer à des partenaires tiers. La distribution ad hoc en troisième ligne, qui est le mode de distribution d'une application que vous allez envoyer à des amis ou à des gens qui vont tester sans installer l'application directement sur le device par le câble. Et là, la limite, c'est que par contre, développeur que vous avez probablement déjà créé, vous serez limité par un nombre de UDID, d'identifiant de device, de 100 par an. Donc ça peut être contraignant. La distribution in-house, c'est essentiellement utilisé par des entreprises qui veulent au sein de leur entreprise distribuer une application. Là, il n'y a pas de contrainte de déclaration de device pour pouvoir distribuer ces applications. Par contre, là, il faut s'assurer de bien contrôler la distribution puisque justement, du fait qu'il n'y ait pas cette contrainte, les applications peuvent être après partagées facilement alors que contractuellement, on est censé la distribuer qu'à des affiliés ou au sein d'une entreprise. Et depuis peu, la capacité de pouvoir distribuer une application via le store d'Apple au travers de l'application TestFlight, qui permet en gros d'envoyer l'application en mode externals à jusqu'à 1 millier de Apple ID par application. Et ça permet en gros de faire un friendly user test, de tester son application dans les vraies conditions du store et avec une distribution qui va au-delà des 100 UDID et beaucoup plus simple puisque le client ou la personne qui va télécharger l'application va télécharger au préalable sur le store d'Apple l'application TestFlight et sera en mesure ensuite de pouvoir télécharger votre application en cours de développement, en mode bêta on va dire, ainsi que ses mises à jour, faire des retours, etc. Donc ça c'est récent. Grosso modo, le process de publication, on a déjà eu des questions, mais notamment sur le temps de validation de votre phase de développement. À la soumission depuis l'outil de développement d'Apple Xcode, on peut directement envoyer le binaire pour validation d'Apple. À ce stade, Apple fait une phase un check sur le binaire. Donc il y a tout un tas de choses qui sont automatiquement vérifiées et pour lesquelles on peut avoir des retours. On verra par la suite qu'une bonne pratique, c'est de faire ce check et d'essayer d'uploader sur l'App Store ou sur iTunes Connect, entre guillemets, qui est l'interface d'Apple, votre application pour vérifier un peu en amont s'il n'y a pas des soucis, des problèmes d'icônes et des choses comme ça, qui sont tout autant de choses que vous pourrez éviter de découvrir à la dernière minute qui peuvent être ennuyeux. Ensuite, dans ce process arrive la validation d'Apple. Une fois que vous aurez soumis votre application via l'interface iTunes Connect au travers de l'outil Xcode, l'application va rentrer dans cette espèce de tunnel, de boîte noire sur lequel on n'a aucune visibilité, où quelqu'un d'Apple va se pencher sur l'application et en général va tester pendant 1 à 2 minutes. Empiriquement, c'est ce qui a été mesuré. C'est-à-dire qu'en gros, il ne passe pas 20 minutes, il ne se prend pas trop la tête sur que fait l'application. D'où l'importance d'avoir une application claire, d'avoir un accompagnement dans la review note, parce qu'au moment de la soumission, on est capable de donner une review note et d'expliquer en gros
ce que fait l'application. On peut même mettre un lien sur un fichier PDF ou quelque chose qui pourrait être hosté, mais tout ce qui peut être facile, se mettre dans la peau d'un reviewer, il va lancer l'application. Si là, il commence à se prendre la tête pour dire mais comment ça marche, est-ce qu'il faut que j'ai une voiture, c'est quoi le boîtier, etc. Là, en gros, ça part mal, il vaut mieux éviter ça. Ensuite, cette phase donc, de revue peut durer jusqu'à de 7 à 10 jours. Bien sûr, ça va dépendre des périodes chargées. Et suite à quoi, il y a une validation ou pas. Et puis, peut-être éventuellement un échange au travers d'une interface de communication avec les équipes qui s'appelle Resolution Center dans iTunes Connect, qui permet éventuellement, si l'application, s'il y a des questions qui sont posées par les reviewers ou s'il y a des soucis, d'échanger avec Apple. Donc, en gros, pour la partie Apple, Apple a tendance à dire everything is on the web sur le portail développeur.apple.com. Toute la documentation nécessaire est disponible. Les éléments que j'ai notés là et qui sont vraiment importants et qui est bon de lire, en fait, sont les Human Interface Guidelines, les UI Design Docs, les choses à faire ou pas faire. Les Human Interface Guidelines, ça paraît un peu... on peut se demander pourquoi vis-à-vis des App Store Review Guidelines, mais par exemple dans les Human Interface Guidelines, sur une application iPad, il sera dit qu'une application iPad doit fonctionner en mode 180, c'est-à-dire que quand on regarde l'application en mode portrait, si on tourne de 180 degrés, ben, il faut que l'application tourne de 180 degrés. Ça, ce n'est pas décrit dans les App Store Review Guidelines. Donc, si par exemple on n'a pas ça en tête, on peut avoir un rejet pour cette cause-là. Donc, il ne suffit pas, en gros, ça c'est pour expliquer le fait qu'il ne suffit pas juste de regarder l'App Store Review Guidelines pour savoir si on a un peu sécurisé toutes les problématiques qu'il pourrait y avoir à la validation d'Apple. Donc, bien sûr, ce que j'ai mis en gras, Apple App Store Review Guidelines, ça c'est vraiment le truc le plus important. C'est le doc qu'il faut, je ne dirais pas apprendre par cœur, mais il faut vraiment le parcourir, essayer de se poser la question, est-ce que j'ai des risques de tomber dans un de ces points, puisque finalement, 90% des rejets sont des points qui sont listés là, et Apple reprend les points qui sont, lorsqu'il y a des rejets, et qui sont directement issus de sa App Store Review Guidelines pour appliquer les trademarks, bien sûr, toujours penser à tout ce qui est icône, Apple, etc. Tous les trademarks d'Apple sont des causes de rejet. Donc là, je vais balayer vite fait les causes de rejet qui illustrent, en gros, typiquement, ça je l'ai pris du portail développeur d'Apple. Ce sont les 10 causes de rejet qu'ils ont pris sur une semaine et en gros, ça illustre vraiment ce qui est le classique. Typiquement, le manque d'information, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Si vous soumettez une application, on vous demande en espérant que le reviewer en 2 minutes, il va comprendre comment elle marche. Si ce n'est pas clair, ben, il y a toutes les chances pour qu'il ne se prenne pas la tête et qu'il rejette l'application. Bien sûr, les applications qui bug, comme l'a dit Yvan, il faut vraiment tester dans tous les sens une application parce que la cause majeure, c'est les crashs. Une application qui crash, elle repart et puis vous repartez sur un tour de validation qui peut durer une semaine, 10 jours. 6% des rejets aussi sont pour des applications qui n'ont pas suffisamment d'entertainment value. La règle 10.6, bien sûr, ne le dit pas comme ça, mais une application qui est trop simple, une application qui est une application marketing du type comme un leaflet pour présenter des promotions, des choses comme ça, c'est une application qui n'a pas suffisamment d'entertainment value et qui ne justifie pas le fait de pouvoir aller dans le store. Apple a tendance à dire, bah, vous pouvez faire des super applications HTML5, faites-vous plaisir, mais pas dans le store d'Apple, il n'y a pas assez d'entertainment value. Ensuite, les apps qui crashent, qui sont rejetées, les applications qui ont un nom sur iTunes Store, enfin sur l'App Store, mais qui ne correspond pas au nom qui est affiché sur le bundle display name, c'est-à-dire sur l'icône sur l'écran du téléphone. Ça aussi, c'est une des raisons de rejet et il y en a plus que ce qu'on peut imaginer. Les métadatas qui mentionnent d'autres plateformes. Si par exemple dans votre application, dans les mentions légales, dans les infos, vous précisez que le service est aussi disponible sur Android ou des choses comme ça, le seul fait d'avoir le mot Android qui apparaît au sein de votre application est un motif de rejet. Même dans les métadonnées de l'App Store. Dans la description marketing de la page de l'App Store, si vous mentionnez, vous dites aussi disponible sur Android, ou etc., ça c'est un motif de rejet d'Apple. De même, les programmes License Agreement, lorsqu'on crée un compte développeur et qu'on valide des programmes License Agreement, au même titre que les Human Interface Guidelines, au-delà de l'App Store Review Guidelines, il y a aussi les programmes License Agreement qu'il faut aussi relire pour se poser les questions de savoir s'il y a des risques de rejet par rapport à son application.
à la soumission de l'application, on positionne des ratings, c'est-à-dire on va dire est-ce que j'ai du user generated content. User generated content va positionner un rating à 17 ans plus, c'est-à-dire que seuls les gens majeurs ou 17 ans plus vont pouvoir télécharger l'application juste parce qu'il y a des user generated ratings. Donc ça, il faut bien s'assurer à la soumission de répondre correctement au rating, parce que finalement, apparemment, d'après Apple, c'est 3% des rejets sur une semaine de test. Bien sûr, les applications qui font du faux, qui font pas ce qu'ils disent qu'ils font, qui font pas, oui, ce qu'ils disent qu'ils sont censés faire, sont des raisons de rejet. Ou alors des applications qui ont des icônes, enfin en gros qui peuvent porter à confusion, ou même laisser croire que l'application est super géniale alors qu'elle n'est pas super géniale avec des faux screenshots. Ou alors l'application qui a une icône qui ressemble à un jeu super connu et qui pourrait laisser croire, ou avec un nom qui pourrait laisser croire que c'est le jeu, etc. Donc ça, c'est des applications frauduleuses pour Apple. Donc bien sûr, donc la partie marketing est aussi, la description aussi très importante. Les modèles de paiement, alors il y a des questions bien sûr qui ont été posées là-dessus, avec le CA Store notamment. Les applications vont, en gros, le principe vraiment de l'App Store, c'est que tout mécanisme qui va débloquer du contenu au sein de l'application, du contenu ou des services, ça on verra que c'est aussi vrai sur les autres plateformes, enfin, en tout cas sur Android, pas sur Windows Phone. Mais toute application tout mécanisme de billing qui va débloquer du contenu au sein de l'application, va devoir passer par un mécanisme de l'App Store. Donc ça, ce n'est pas vrai pour du mécanisme de billing qui va acheter des choses en dehors ou qui va payer des choses qui seront consommées en dehors de l'application. Pareil, le seul fait, parfois, on peut s'imaginer que bon, je ne fais pas de paiement au sein de l'application, par contre, je mets un lien, cliquez ici pour acheter, puis je sors de l'application et je vais dans Safari et je fais mon acte d'achat dans Safari. Et on peut penser que le seul fait de faire ça peut s'affranchir de la contrainte d'Apple par rapport au paiement. Ce n'est pas le cas. Pour Apple, un lien du type cliquez ici pour acheter et qui sort de l'application, c'est comme si vous mettiez au sein de l'application une fonctionnalité native qui permet d'acheter. Aussi, un des points qui est assez fréquent au sein d'Apple, c'est de penser qu'une application ou qu'un modèle est permis parce qu'il existe d'autres applications qui utilisent ce modèle. Apple a l'habitude de répondre que oui, on fait du ménage, ça prend du temps, mais ce n'est pas parce qu'une application est dans l'App Store que ça veut dire que ce modèle est permis. Donc ne vous fiez pas à cela. Fiez-vous vraiment au App Store ou Google Guidelines ou aux éléments dont on est en train de parler. Les règles peuvent évoluer dans le temps. C'est pas parce qu'aujourd'hui il y a quelque chose qui est permis que ça veut dire que demain ça ne le sera plus. On a tous eu des cas d'applications qui faisaient la promotion d'autres applications par exemple, qui se sont fait du jour au lendemain finalement sortir du store, ou l'inverse est vrai, des choses qui étaient interdites avant peuvent évoluer. Donc ces règles-là, elles bougent. Apple même place une limite en disant une limite virtuelle qui dit lorsque vous avez dépassé la limite, vous le saurez. En gros, cette limite, il y a toujours une zone grise qui est à analyser. Elle est parfois pas très claire, il faut le dire. Ne jamais communiquer sur une application qui n'est pas validée dans le store, parce qu'on n'est jamais à l'abri qu'une application ne soit pas validée, et il faut que vous preniez, que vous fassiez attention à ce point. Je ne sais pas, ça avance plus. Alors peut-être que je suis en avance. Est-ce que j'ai toujours la main? Oui, tu as toujours la main, Olivier. Personne ne peut voir votre écran, d'accord. Vous voyez App Store à garder à l'esprit? App Store, pourquoi ça ne marche plus là? Ok, je vous pose des questions. Vous n'allez pas avoir mon mot de passe? Non. C'est peut-être pour ça. C'est bon, ok, I'm back on track. Merci, il a cliqué je sais pas où. Excusez-moi, monsieur, dame.
Donc, à bien garder à l'esprit de ne jamais communiquer sur une application qui n'est pas validée dans le store, parce que ça peut amener des problèmes. Je le précisais tout à l'heure, quand on soumet une application, donc on le fait depuis Xcode directement, ça crée les mobiles provisions, ça crée tout ce qu'il faut et on peut uploader. Alors donc, bien sûr, dans la partie du webinaire, on a occulté cette partie, on suppose que les tutoriels et ce qui existe sur le web sont suffisants pour vous accompagner dans cette phase. Si vraiment il y a des questions là-dessus, on pourra vous aider en dehors du webinaire. L'idée là, des quelques minutes que nous avons, c'est vraiment de lister les quelques points qui sont en dehors des coûts et des choses qu'on n'a pas l'habitude de voir forcément dans les tutoriels. Mais ne pas hésiter à uploader, à faire des tests d'upload de votre binaire depuis l'interface, depuis Xcode, même si ce n'est pas la version finale, parce que vous pourrez découvrir, c'est ce que je disais tout à l'heure, des issues ou des problèmes qui seraient toujours bons de découvrir un peu en amont et pas à la toute dernière minute. Lors de la soumission, il y a parfois des défauts positifs. J'ai expliqué tout à l'heure dans mon process grafouillé à la main que dans la soumission, il y a une petite phase d'analyse automatique qui est opérée par les serveurs d'Apple, une API de validation. Parfois, elle détecte des faux positifs. Ce sont des API, des méthodes que vous avez appelées, vous avez eu l'idée de l'appeler comme un développeur d'Apple, et du coup, elle pourrait être identifiée comme une API privée. La plupart du temps, ce n'est pas très grave. Si c'est une API privée, en théorie, vous le saurez. Donc, n'utilisez pas d'API privée. Voilà. Faire attention, UI Record Device Capabilities, ça a l'air d'être un mot techniquement compliqué, mais dans le info.plist, le développeur, lorsqu'il spécifie les capacités, les fonctions des devices qui sont requises pour soumettre une application. Par exemple, si j'ai une application qui nécessite le GPS, il faut que le device soit un device compatible GPS. Donc, il va pour cela définir un certain nombre de capabilities qui sont requises pour que l'application puisse fonctionner. Si ces capabilities ne sont pas requises, l'utilisateur ne pourra pas le télécharger du store. Donc, ce qui est très important à faire, c'est de bien s'assurer que s'il y a des requirements hardware qui sont nécessaires pour que l'application puisse fonctionner, de ne pas oublier de le mettre à la toute première soumission. Si jamais on oublie de préciser ce UI Record Device Capabilities lors de la première soumission, il ne sera plus jamais possible de le faire par la suite. Pourquoi? Pour éviter que quelqu'un télécharge une application et que lors d'une mise à jour, vous rajoutiez des capabilities et que la personne ne puisse plus jamais faire la mise à jour et qu'il se retrouve avec une mise à jour qu'il ne peut pas faire, et une mise à jour qu'il ne peut pas faire, une mise à jour que vous avez compris. Donc, par défaut, lorsqu'on soumet une application, le iTunes Connect positionne un release automatique. Souvent, on veut avoir un contrôle sur la publication, sur la soumission d'application une fois qu'elle est validée par Apple. Parfois, on veut même soumettre une application pour vérifier qu'elle sera validée par Apple. Et puis, on sait que ce ne sera pas celle-là qui partira, on fera une mise à jour par-dessus. Donc, toujours s'assurer quand on soumet une application et qu'on veut avoir le contrôle que la mise en ligne ne sera pas faite automatiquement lors de la validation d'Apple qui arrive souvent pendant la nuit. Et lors de la soumission, quand on fait un test d'upload de l'IPA ou de Xarchive, enfin du binaire sur l'App Store, sur iTunes Connect, comme je le recommandais de le faire un peu en amont, il faut bien s'assurer de vérifier, ou même lorsque c'est la vraie soumission, qu'il n'y a pas de mail retour de la part d'Apple qui précise qu'il y a un problème avec la soumission. Voilà. Notamment, exemple, j'ai créé une application qui nécessite le push, sauf que le push, je l'ai configuré après avoir créé un mobile provision. Donc, du coup, il n'est pas embarqué dans le mobile provision. Je compile mon application, je la build, je la soumets sur le store. Et puis, Apple envoie un mail pour dire, OK, super, la soumission s'est bien passée. Par contre, fais attention, si tu avais du push, il ne marchera pas. Et si tu n'as pas lu le mail, tu t'en rendras pas compte, sauf quand l'application sera sur le store et que le push ne marchera pas. Tester le mode AMPM, c'est le type de crash qu'un Français n'a pas l'habitude de voir parce que la plupart du temps, nos applications, nos téléphones sont configurés avec un mode d'affichage de l'heure qui n'est pas en AMPM. Or, les API de format de date font que c'est souvent mal géré, enfin souvent mal testé, et on peut se retrouver avec des crashs. Je le liste là parce qu'en fait, c'est un cas fréquent. Donc, pensez à tester, quand vous testez votre application, pensez à passer le mode de format d'heure en AMPM pour vérifier que tout continue à marcher. Attention à la migration de la base de données. Un cas aussi d'école très classique, c'est de soumettre une application sur le store, d'utiliser les données, de faire une modification de l'application, on change le format de données, un petit truc, un champ de rien du tout, sauf que lorsqu'on teste sur son device, on n'a que cette version et tout marche bien.
Sauf qu'on ne pense pas à tester l'écrasement de cette nouvelle version de mise à jour sur une version existante du store qui a déjà des données. Donc ça, typiquement, avant de faire une soumission lors de la phase de test d'une application, bien s'assurer d'avoir testé l'install par-dessus une version du store qui a des données. Depuis iOS 8.3, lorsqu'on installe une application si on installe une application avec le même bundle ID mais qui a été compilé avec un certificat développeur différent, ça ne s'installe pas. Donc comme ça c'est très nouveau, on peut passer du temps à se demander tiens pourquoi j'arrive plus à installer l'application sur mon device. L'in-app purchase ne veut fonctionner en sandbox que lorsque le Paid Application Contract est validé. C'est-à-dire que si vous utilisez l'in-app purchase, je ne suis pas sûr que ce soit vraiment le cas dans les applis là, mais si jamais c'était le cas, pour tester l'in-app purchase, même en sandbox, tant que le Paid Application Contract n'est pas validé, c'est-à-dire que vous n'avez pas saisi toutes les informations nécessaires, compte en banque, etc., et taxes formes auprès d'Apple, vous ne serez pas en mesure de pouvoir tester le bon fonctionnement de votre in-app purchase, même en sandbox. Google Play, maintenant je vais accélérer, il me reste 10 minutes, mais effectivement ça ira plus vite parce que le plus gros c'était quand même Apple Store. Bien sûr, on laissera un petit peu de temps pour les questions, hein. J'espère que suite à ça, ça suscitera quelques questions. Pour créer un compte Google Play, c'est très facile, 25 €, en 2-3 jours le compte est opérationnel. Pas besoin de cabis comme c'est le cas pour Apple. Je suppose qu'à ce stade, tout le monde a déjà créé son code développeur. Et le nom de l'éditeur sur Google est unique. Donc voilà. Anticiper la soumission, il y avait une question là-dessus. Effectivement, on ne peut pas uploader sur le Google Play Store une application qui est supérieure à 50 mégaoctets. Si vraiment l'application a besoin de ressources et est plus grosse que 50 mégaoctets, alors il y a un système d'extension qui peut être possible, que l'on peut rajouter. L'application va devoir bien sûr gérer le téléchargement de ces extensions supplémentaires au-delà de la première version qui sera forcément inférieure à 50 mégaoctets. Lors de l'upload d'un package sur le store, même pour test, le package name il est réservé à tout jamais. Donc ce qui peut arriver souvent, c'est que vous faites un test d'upload et puis finalement c'est quelqu'un d'autre avec une autre signature qui voudra soumettre l'application. En gros, le package name il est unique et une fois qu'il a été identifié sur le Google Play Store, il est entre guillemets réservé. C'est bon à savoir. Il est possible d'uploader plusieurs versions d'une application, plusieurs package names, plusieurs APK. Avec un manifeste qui va préciser les versions, par exemple, d'Android qui seront disponibles. Donc ça, pour une même application, pour un même nom, pour une même application, on peut uploader plusieurs APK, à savoir, ça peut être intéressant. Il est aussi possible de blacklister des devices à la soumission. Si on sait que pour tel ou tel device, l'application ne marche pas, on peut les blacklister. Quelques infos sur le store. Il y a à peu près un store par pays. Une publication peut se faire soit worldwide, soit store par store. Donc, si jamais on a des pays particuliers dans lesquels on veut que l'application soit présente et qu'elle n'est pas dans la liste des stores, ben, il faut la publier dans Rest of World. C'est le cas en particulier pour les pays Caraïbes. La Guadeloupe, Martinique et La Réunion sont dans Rest of World. En gros, on ne les trouvera pas dans la liste des pays dans laquelle vous pourrez soumettre votre application. La sélection du store sur le mobile se fait via la carte SIM. C'est jamais très évident le process, l'algo de Google pour savoir dans quel store sera affiché en fonction du pays dans lequel vous êtes. En gros, si je suis Orange France et que je vais en UK pour le week-end, il va voir que je suis en roaming, que je suis d'Orange France, il va me proposer le store France. Même si je reboot mon téléphone en Wi-Fi, parce que j'avais déjà le store France, je vais le garder un certain temps. Au bout d'un moment, il va éventuellement me changer le store si l'algo considère que je ne suis pas juste en week-end, je vis en UK. Mais pour avoir fait des tests empiriques en étant une société internationale, on a pu voir que ce n'était pas très net et pas très clair la façon dont c'était géré par Google Play. Le staged rollout et le bêta testing, qui sont aussi intéressants suite à ce que précisait Yvan sur le test des applications, la distribution. Il est possible de faire un staged rollout, c'est-à-dire de distribuer l'application uniquement sur un pourcentage de parc de mobile compatible et donc de le faire de manière progressive. Ceci afin de ne pas envoyer une version d'application sur un gros parc si on veut un petit peu tester, soit pour des questions de charge ou même de tester l'appétence d'une version particulière. On peut aussi faire du bêta testing. Dans le mode bêta testing, il y a deux types de bêta testing, soit au sein d'une communauté, n'importe qui peut demander à participer, soit au sein d'un groupe Google. Là, pour le coup, c'est un cercle fermé et c'est uniquement sur invitation. Je ne rentre pas dans le détail, mais à savoir que ça existe.
À garder à l'esprit aussi, après la mise à jour d'une application, il n'est plus possible de faire marche arrière. C'est-à-dire si je mets à jour une appli et je dis j'ai un gros bug, je ne peux pas retirer l'appli en disant j'espère que les clients vont revenir sur la version précédente dans le store. Une fois qu'on a mis à jour, c'est mis à jour. Si on veut la changer, il faut incrémenter et soumettre une nouvelle version. Il ne me reste plus que 5 minutes. Lors d'une mise à jour, il faut incrémenter le version number, absolument, à chaque fois, à chaque mise à jour. Et si vous utilisez l'InAppPurchase dans votre compte Google, lors de la configuration, de la création des paramètres pour le InAppPurchase, en fait, le principe, c'est que Google valide le compte en versant un tout petit montant sur votre compte en banque, celui que vous aurez déclaré, et il faudra en retour identifier le montant, la date, pour pouvoir confirmer faire le setup entre guillemets de ce compte en banque. Il est aussi possible de transférer une application d'un compte à l'autre. Si vous êtes développeur, vous avez soumis votre application et que finalement vous avez réussi à la vendre à Crédit Agricole et que Crédit Agricole veut la publier sur son compte, vous aurez la possibilité de transférer assez facilement l'application sur le compte de tiers de la personne à qui vous voulez transférer le compte. Il y a un formulaire nécessaire pour ça. Par contre, on le verra, attention au piège, il est hyper important de bien savoir quelle est la signature utilisée pour une application qui est envoyée sur le store. En gros, il n'est possible de mettre à jour une application qu'avec la signature qui a été utilisée lors de la toute première soumission. Si vous faites une application aujourd'hui et que dans un an, avec des développeurs copains de Chambray qui ont disparu de la circulation et que vous voulez mettre à jour l'application et que finalement c'était une clé qui est disponible sur le PC, qu'il a revendu à sa petite cousine et qu'on ne sait plus où il est, vous ne pourrez plus mettre à jour votre application. C'est un point hyper important. C'est peut-être le point le plus important de la partie Android à avoir en tête, c'est que la mise à jour ne peut se faire qu'avec la même signature. Donc, lorsque vous bien s'assurer de garder la clé qui va bien associée à une application. En particulier, si vous voulez faire plusieurs applications et parmi le lot d'applications que vous avez signé avec votre compte développeur, peut-être que certaines applications seront des applications que vous allez céder à Crédit Agricole, par exemple. Donc, dans ce cas-là, il faut s'assurer que chaque application peut éventuellement avoir une clé propre que vous allez pouvoir en même temps céder avec l'application, plutôt que de céder la clé qui sera utilisée aussi pour d'autres applications qui ne seront pas cédées. Donc, c'est à avoir en tête. Cas de rejet de Google, depuis peu, sur toutes les nouvelles versions, il y a une revue light de quelques heures. On ne sait pas si c'est vraiment une revue humaine, a priori ça devrait l'être, mais en tout cas il y a une revue, ça ne dure pas longtemps, c'est plutôt light. Les rejets de Google en fait sont très rares, on n'en a pas vraiment eu. On a déjà eu des warnings sur des problématiques des considérations de sécurité, par exemple lorsque l'on embarque une clé privée au sein d'une application, on a déjà eu un warning de Google qui disait il ne faut pas embarquer les clés privées parce que c'est effectivement pas du tout une best practice. Voilà, mais sinon pas vraiment de rejet connu à date de la part de Google. Du moment qu'on respecte les guidelines, sachant que le mode de Google sera plutôt un mode de retrait a posteriori. Si vraiment Google se rend compte que vous n'êtes pas dans les guidelines, il peut retirer une application a posteriori. Une application peut être payante, peut être transformée en application gratuite, mais l'inverse n'est pas vrai. L'InAppPurchase peut être modifié n'importe quand et le paiement via Google est obligatoire pour les contenus et services consommés au sein de l'application. C'est un petit peu comme Apple. On peut avoir des modes de paiement externes, on peut avoir des modes de paiement qui ne sont pas les modes de paiement de Google, mais à condition que ce soit pour soit des services ou des consommables qui sont consommés en dehors de l'application. J'achète un ticket de cinéma, de théâtre, ou j'achète un service que je consomme à l'extérieur, genre je fais du covoiturage, etc. Mais pas si c'est quelque chose qui est vraiment consommé, un contenu ou un service qui est consommé au sein de l'application. Et si c'était le cas, on pourrait aussi utiliser un mode de paiement externe à celui de Google à condition que ce contenu ou ce service est consommé sur d'autres supports que sur Android. Et là, c'est la petite particularité Google qui fait que c'est un peu plus flexible que sur Apple. Windows Store, on y arrive. Là, c'est quite simple. Avant le 29 juin 2015, pas vraiment de restrictions liées au billing, même pas du tout. Les seules restrictions sont des guidelines légères qui sont disponibles sur le site de Microsoft, essentiellement orientées sur la qualité des applications et sur la privacy. Et aujourd'hui, lorsqu'on soumet une application sur Windows Store, il y a une petite revue qui peut durer quelques heures, 24 heures max, quoi. La revue, a priori, est automatisée. Et pareil, comme sur Google, il n'y a pas de validation a priori, mais plutôt de rejet a priori, mais plutôt a posteriori si jamais a posteriori, par plainte, on découvre que l'application ne respecte pas les guidelines. Merci. Je pense que je peux vous passer la main et passer aux questions-réponses.
Ok, donc, merci Olivier. Donc nous sommes à votre écoute pour répondre à vos questions. Je ne vois pas pour l'instant de questions sur le chat. Donc on va peut-être attendre quelques instants. Soit ce qu'on a raconté était très clair, soit vous maîtrisez parfaitement le process de publication. Donc, il y a sûrement des points qui ont été évoqués qui vous concernent. N'hésitez pas, on peut répondre dès à présent. Sinon, bien sûr, pour la plupart des gens qui verront ce webinaire a posteriori, en asynchrone, via Slack, on pourra répondre à vos questions si vous avez des questions particulières ou précises sur le channel qui concerne la partie publication sur les stores. Donc bien sûr, n'hésitez pas à nous envoyer des messages si vous avez des questions suite à la présentation qui est faite. Donc peut-être rajouter un point, ce qui est important, on ne l'a pas évoqué, enfin, on l'a évoqué un peu en filigrane, hein, mais c'est d'avoir bien pensé, on espère, à avoir embarqué un outil pour traquer les usages. Donc, il y en a pas mal sur le marché. Ce que nous on constate aujourd'hui, c'est qu'il y a pas mal d'outils, enfin, il y a des outils nouvelle génération qui arrivent et qui mélangent le tracking des usages et les push notifications. Donc ça, c'est une évolution assez importante. Si vous voulez faire une application qui génère de l'engagement auprès de vos clients, regardez ces outils et ces solutions. Peut-être un petit point que j'ai oublié de mentionner dans les slides, mais qui peut être intéressant à noter et à garder en tête. En France, on est tenu de préciser, d'avoir des mentions légales sur toute application connectée. Souvent, c'est quelque chose qui est oublié, mais vous êtes censé préciser le directeur de la publication, le hosting si l'application est connectée, et l'éditeur de l'application. Ce sont des contraintes de la loi informatique et liberté pour toute application connectée. Donc ça, c'est bon à savoir. Aussi, il est important de mentionner au sein de l'application des composants open source qui sont potentiellement utilisés en fonction du type de licence qui pourraient mériter ou nécessiter d'être mentionnés. Ça, c'est un point qui est souvent aussi négligé, mais une licence non respectée peut être source de problème, en gros. Et pour finir les choses sur lesquelles je ne me suis pas étendu, il est très important de respecter la privacy des utilisateurs au sein des applications. Donc tout ce qui est collecte de données personnelles nécessite un opt-out en gros et de préciser aux clients ce que vous faites de leurs données personnelles. C'est une bonne pratique et c'est quelque chose que nous on fait largement et qu'on pousse à faire toujours avec le maximum de transparence. Et je pense que c'est hyper important de nos jours d'avoir ce type de transparence. Yvan le mentionnait tout à l'heure, quand on a développé une application, quand on a soumis l'application, on a en réalité fait la moitié du chemin. Le reste du chemin, les 50% qui restent, c'est la promotion de l'application, le SEO, le ASO, l'optimisation de la visibilité de votre application. Comment vous allez faire en sorte que cette application soit vue et découverte? Comment est-ce que vous allez utiliser le viral pour que l'application soit partagée? Ça, c'est toutes les logiques. Alors ça, ce serait quasiment un webinaire à lui tout seul. Mais c'est toute l'approche ASO qui est App Store Optimisation. On peut peut-être citer quelques règles aujourd'hui qui sont devenues des règles communes sur le marché. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en plus de beaux visuels qui ont, en vous baladant sur les stores, vous le voyez, hein, il y a une sorte de charte qui est devenue un standard où on voit un screenshot dans un téléphone avec une description de fonctionnalité au-dessus. C'est plus simplement juste le screenshot du téléphone. C'est packagé dans un device avec une explication au-dessus. Donc ça, c'est devenu le standard. Donc c'est ça qu'il faut faire. Également, aujourd'hui, il faut absolument avoir des vidéos. Si vous voulez que votre application soit téléchargée, faites des vidéos. Là également, il y a une sorte de standard sur le marché qui est apparu. C'est une vidéo de 30 à 45 secondes, très factuelle, où on voit les principales fonctionnalités. Et ça, aujourd'hui, les applications qui n'ont pas ces vidéos, bah, elles sont moins séduisantes. Ensuite, il faut bien vous pencher sur
dans la description de vos applications sur le sujet des mots-clés. Donc là également, il y a des règles particulières qui sont différentes entre Apple et entre Google. Donc là également, si vous avez besoin d'infos, on peut adresser ça en parallèle du webinaire, mais c'est très très important parce que c'est ce qui fait que votre application va remonter dans le moteur de recherche. Et ça, c'est très important. Là également, encore une fois, publier l'application, c'est bien, mais il faut absolument que, premièrement, elle soit visible dans le moteur de recherche du store, que votre application remonte. Et il faut qu'une fois que les utilisateurs arrivent sur votre page, elle soit suffisamment attractive pour déclencher le téléchargement. Évidemment, ça c'est au sein du store, c'est la SEO, mais il y a tout ce qui est le SEO. On a vu récemment Google faire évoluer son moteur de recherche et qui désormais fait remonter des contenus directement depuis les applications. Donc c'est un sujet qui évolue en permanence, qui vient d'évoluer. Donc là également, c'est très important de bien réfléchir à tout ce que vous allez faire en dehors du store, sur le web, pour communiquer sur votre application, la faire connaître, développer des tutoriels que vous allez mettre en ligne sur YouTube ou Dailymotion, bien vérifier la compatibilité de votre application et voir comment elle ressort dans les moteurs de recherche du web. Voilà, c'est très très important. Sur l'approche SEO, typiquement parmi les petits tips intéressants, créer un compte Google+ pour améliorer la visibilité sur Google de l'application. Dans la logique de partage sur les réseaux sociaux, c'est utiliser AppLink si c'est possible, de Facebook, qui améliore aussi la visibilité au sein du partage social. On a encore 2-3 minutes, donc on continue. Il n'y a pas de questions, donc on continue à vous donner quelques infos. Excuse-moi, il y a une question d'Adrien. 7 à 10 jours pour Apple Store. Quel est le délai minimum et moyen de publication sur Google Play? Sur Google Play, c'est 2-3 heures, c'est quelques heures. Alors c'est un petit peu plus, je crois que je l'ai dit à un moment donné, mais c'est un petit peu plus lors de la toute première soumission. Enfin, c'est-à-dire, c'est quelques heures lors de la première soumission, avec a priori depuis peu un test qui semblerait être humain, mais sinon c'est quelques heures, quoi, c'est pas quelques jours. D'accord, merci. Après, pour l'instant, il n'y a pas d'autres questions. En attendant la prochaine question, suivre les données que vos API génèrent, c'est très important. Donc ça, vous pouvez le faire dans le compte de publication. Alors, il y a des infos très importantes, notamment, on cite souvent l'info que donne le Play Store sur Android qui est le style installed. Donc c'est bien de regarder combien de gens ont téléchargé votre application, mais le Play Store vous donne aussi l'information du style installed, c'est-à-dire le nombre de gens qui ont encore l'application installée sur leur device. Et ça, c'est très important, évidemment, d'avoir un style installed le plus proche possible des downloads. Et c'est un élément important pour vous rendre compte de l'intérêt ou pas de votre application. Et évidemment, quand vous faites des mises à jour, un des objectifs, c'est que à chaque fois vous améliorez ce KPI de style install. Parmi d'autres, hein, évidemment, quand vous faites des mises à jour, vous devez avoir regardé le nombre de crash et de bugs qui étaient présents dans votre console et puis les avoir corrigés. Vous devez avoir regardé le nombre d'active users et le temps de connexion. Et évidemment, quand vous faites une mise à jour, vérifiez que tous ces KPI progressent dans le bon sens et pas dans le mauvais sens. Voilà, donc encore une fois, quand on publie une application, pour résumer, hein, il y a parfois, et c'est compliqué, on en a conscience, hein, donc c'est important, il y a beaucoup d'informations à prendre en compte en amont, avant même de commencer à développer, pendant qu'on développe. Il y a pas mal d'informations très précises sur la publication qu'on a abordée. Et puis, après la publication, il y a tout l'in-life. Et en fait, finalement, vous repartez un peu à zéro, hein, en corrigeant, en redéveloppant, en republiant. Voilà, merci beaucoup. S'il n'y a pas d'autres questions, on va pouvoir redonner la main
à Jérôme. Merci pour votre attention en espérant que ce webinaire vous a été utile. À bientôt. Merci Yvan. Attends, juste il y a une autre question en fait, également d'Adrien. Si l'APK échange avec des API accessibles par des URL, quelles sont les recommandations? Coder en dur les URL et faire des releases en cas d'évolution, ou bien prévoir une vue setting accessible par le end user? J'ai pas bien compris, c'est Romain. J'ai pas bien compris le début. Alors, si tu veux, tu les as sinon écrites pas dans le chat, mais dans les questions, mais je vais te la relire. C'est si l'APK échange avec des API accessibles par des URL, quelles sont les recommandations? Donc, coder en dur les URL et faire des releases en cas d'évolution, dev staging vers prod, ou bien prévoir une vue setting accessible par le end user. Non, alors des settings accessibles par le end user, je pense que c'est peut-être un peu c'est peut-être un peu compliqué. Faire des releases successives. Alors après, il faut voir il y a toujours il y a toujours des nuances. Hein, c'est pas une généralité, mais en règle générale, ce qu'on dit, c'est que les évolutions des API, en général, une API, elle est versionnée. Cette API, donc, quand on va packager l'APK et envoyer ça sur le store dans la main des clients, ça va bien fonctionner. S'il y a des évolutions d'API, l'URL va changer. Donc, en fait, normalement, l'application qui est dans le store ne sera pas impactée. Je ne peux pas coder en dur. Voilà. Donc, pendant la question. Donc, ça dépend. Si l'API est versionnée, on est à l'aise et on peut envoyer ça dans le store codé en dur dans l'application. On n'aura pas forcément beaucoup d'impact. Si elle est non versionnée, c'est là où ça devient un petit peu problématique parce que quand elle est non versionnée, si on modifie l'API, l'application qui est installée sur le téléphone des clients va être non fonctionnelle, va devenir non fonctionnelle. Donc là, forcément, ça nécessitera d'abord une mise à jour de l'application mobile et puis une mise en production des nouvelles API. Donc c'est un peu compliqué. Hein. La bonne pratique de ces API devrait être qu'elles sont versionnées et ça évite vraiment beaucoup de problèmes après en run. Dans le cas d'API non versionnées, ça pose la question du est-ce qu'il faut prévoir un mode de mise à jour forcée par exemple dans une application. C'est pas génial d'un point de vue utilisateur, par contre ça peut sauver la vie dans un cas de catastrophe thermonucléaire globale. C'est-à-dire au lancement de l'application, un pop-up qui dit activé par un backend, l'application évolue pour votre grand plaisir, en gros, merci de mettre à jour sur le store. Je ne sais pas si ça répond complètement à la question. Ça a l'air pas mal. Adrien a posé une autre question. In-app billing Google Play, combien d'offres tarifaires peut-on afficher? Combien d'offres tarifaires peut-on afficher? Je ne pense pas qu'il y ait une limite. Après, il faut comprendre qu'est-ce qu'on entend par offre tarifaire. Dans la mesure où Google permet de créer des types d'offres, ce qu'on appelle des abonnements, des forfaits, qui peuvent être mensuels, annuels ou saisonniers à la saison. Et sinon, des produits qui sont consommables, qui sont managés, peuvent être consommables ou non, pardon. Et leur quantité n'est pas forcément limitée, que je sache. Au moins, je n'ai jamais rencontré cette limite. Par contre, de toute façon, on va afficher au client, on imagine bien qu'afficher au client une liste d'une vingtaine de produits, ça devient compliqué. Sauf dans le cas, bien sûr, de quelque chose de vraiment où c'est le but de l'application. Typiquement, une espèce de partie dans l'application qui est une boutique. Oui, donc là, ça a tout à fait son sens. Après, dans des features, il faut faire attention, le bon compromis entre j'affiche énormément de différents tarifs et derrière, je veux transformer. Donc, plus on en affiche, et en général, plus ça complique les choses pour pouvoir les vendre. Voilà. Bon, merci beaucoup. J'ai l'impression qu'il n'y a pas d'autres questions. Non, j'ai l'impression que c'est bon. Bon, merci beaucoup Olivier, Yvan, Cédric, Romain et Giovanni pour ce webinaire. Je rappelle que vous travaillez chez Orange Partner, un des partenaires de la Mobile Banking Factory.
Merci également aux participants pour nous avoir suivis. Je vous rappelle que si vous voulez revenir sur le webinaire, vous pouvez vous l'aurez dès demain matin sur YouTube. Bon, ben, sinon, je vous dis à la finale, le 19 mai. Je vous souhaite une bonne soirée. Merci, au revoir. Au Au revoir à tous. Au revoir.